full remote, c'est extrêmement dur. Je ne bosse pas pour des boîtes à plein temps. L'an dernier, 2024, j'allais à New York tous les 6 semaines. Je suis KO parce qu'il y a décalage horaire de 6 heures, il est 22h30, on sort du bowling, et le mec il dit on va au bureau, on fait des mails. Je me dis, c'est dingue, il travaille trop, surtout à New York, c'est sûr il travaille trop. Je veux pas être le type qui dit moi je veux une chance sur 100 d'avoir 100 millions, parce que j'ai pas 100 vies, j'en ai qu'une. Moi je veux maximiser la chance d'être indépendant financièrement. Salut Guillaume. Salut Jordan, salut à tous. Bon, bah, écoute, très cool de pouvoir, t'avoir, dans le podcast. Moi, Pareil. aujourd'hui, j'avais envie de voir, pas mal de sujets avec toi parce que tu as un profil un peu particulier puisque, bon, comme les gens ont déjà pu le remarquer, tu parles français. Ouais. Tu es français, mais en fait, c'est limite si tu es pas américain d'un point de vue professionnel. Et tu as une trajectoire et un parcours qui est hyper intéressant et en tant que CMO et dans le growth et cetera et du coup, je voulais un peu, revenir, un peu sur tous ces sujets. Moi, ça m'intéresse déjà de comprendre, heu, comment est-ce que, tu arrives à être, bah, du coup, à combiner un peu ce truc que je viens de dire, à savoir, tu es basé en France, tu as une carrière aux US Ouais. et en plus de ça, sur des rôles de leadership exécutif, CMO, et cetera et peut-être aussi expliquer le type de boîte avec qui tu travailles. Donc, voilà, je te laisse la main là-dessus. Oui, bon, la première chose à savoir, c'est que bah, je suis franco-américain, donc j'ai la double nationalité de naissance, donc du coup ça aide un peu, même si je suis pas bilingue. Les gens peuvent penser que forcément je suis bilingue, mais c'est pas le cas. Forcément, je parle très bien anglais, mais je suis pas vraiment bilingue. Mais c'est sûr que ça joue. La deuxième chose, c'est que là, on voit à l'instant T d'aujourd'hui, effectivement, mais ça n'a pas toujours été comme ça, hein. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai 42 ans. Jusqu'à mes 30, on va dire 3 ans, je pense, 30 ans, j'ai bossé en France. Voilà, sur des boîtes franco-françaises. Euh, alors, on va faire l'exception de, je dirais, des 5 années que j'ai passées chez Apple, qui forcément pas une boîte française, mais j'étais basé en France, à Paris, sur des problématiques de marché français, quoi. Donc voilà. Donc voilà, de dire, tiens Guillaume, tu bosses avec des boîtes américaines depuis la France, c'est vrai, mais surtout que je suis rentré en France. Parce qu'en fait, je suis parti Mmh. aux États-Unis. Voilà. OK. C'est-à-dire que j'ai eu une opportunité d'aller bosser aux États-Unis que je pouvais saisir parce que j'ai eu une boîte qui s'appelle Segment, que certains peuvent connaître dans le métier, Mmh. voilà, qui est venu me chercher en France, qui généreusement a tout payé pour que moi, ma femme et mon fils à l'époque, on puisse partir à San Francisco. Et c'était une opportunité en or qui m'a permis de changer complètement la trajectoire de ma carrière. Complètement. C'est-à-dire que je dirais pas que j'étais enlisé, hein, c'est-à-dire que je m'amusais bien, j'avais des startups françaises, j'étais déjà advisor, si certains se souviennent, un incubateur de la ville de Paris qui s'appelle Numa. Mmh. Voilà, je faisais des trucs avec The Family à l'époque où ça tournait bien, voilà. Mais c'était très très franco-français, c'était des startups early stage et il y avait, je dirais, rien vraiment d'exceptionnel ou qui sorte vraiment du lot. Voilà. Le tournant dans ma carrière s'est fait en 2015 quand je suis parti aux États-Unis. Ouais et Ça fait à 10 ton ans. avis Et ça fait 10 ans. OK. C'est 10 ans maintenant. Pourquoi tu es revenu en France? Je suis revenu en France parce que, un, il y a eu Covid, donc voilà, si certains se souviennent, c'était une période un peu spéciale, et que là-bas, à San Francisco, c'était à la fois très strict et tous les bureaux étaient fermés. Ma femme, mes enfants, voilà, étaient à la maison, moi je travaillais de la maison, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? On était loin de la famille, et on s'est dit, bah, pourquoi pas en profiter pour essayer de rentrer. Euh, Sachant que voilà, notre aventure aux États-Unis pour des raisons personnelles, voilà, pour la famille, avait forcément un terme. Voilà. Moi, Mmh. j'aurais bien poussé quelques années de plus, mais de toute façon, avec les enfants et tout, il y a un moment où il faut décider soit tu fais ta vie aux États-Unis, tu as des enfants américains et tu n'es plus culturellement, ta famille n'est plus culturellement française. euh, et si tu veux pas ça, bah, évidemment, il faut rentrer. Voilà. Donc, il faut rentrer. Et c'est là où je pense qu'on peut justement passer du côté personnel au côté professionnel, c'est à dire, OK, avec cette contrainte-là que je me suis imposée, hein, qu'on le veuille ou non, Mmh. j'ai quand même réussi à prendre ce challenge de rentrer en France, et puis pas à Paris en plus, hein, parce que je suis dans le sud de la France, hein, donc je suis vraiment au Mmh. milieu de nulle part, hein, Ça allait tout être en ma prochaine gardant, question donc nickel. voilà, tout en gardant l'intégralité de mes contrats, de ma visibilité, des rôles que je fais, et non seulement de les garder, mais en plus de builder par-dessus.
voilà, de continuer une progression de carrière personnelle, d'image, euh, en étant complètement remote, ce qui, pendant le Covid, allait de soi, post-Covid, et on le voit de nos jours, ne va plus du tout de soi. 100 d'accord et bah, du coup, comment tu fais? Comment tu fais pour gérer ça? Euh, déjà, je ne bosse pas pour des boîtes à plein temps. Et je ne pense pas que Ouais. ce serait possible. Voilà, c'est-à-dire que je suis advisor pour différentes boîtes, ce qui est quelque chose dont on va parler, ce qui a d'autres contraintes, voilà. Euh, mais je ne suis pas employé, leader, je ne suis pas founder d'une boîte à temps plein. Sinon, franchement, je suis d'accord avec ce qu'on dit de nos jours. Le full remote, c'est extrêmement dur. C'est Mmh. extrêmement dur, il faut voyager énormément. Et même en tant qu'advisor, je voyage quand même pas mal, hein. Je C'est voyage quand quoi même la pas mal. fréquence de voyage, tu dirais? Alors, ça dépend des contrats que je peux avoir. On va dire que l'an dernier, 2024, quand j'étais chez Ramp, par exemple, j'étais très impliqué chez Ramp, j'allais à New York tous les 6 semaines. OK. Voilà, plus quelques voyages à SF par-ci par-là. Je crois que j'ai dû aller aux États-Unis 10 fois en 2024. Euh, Est-ce donc, que alors attends, j'ai une petite question par rapport à ça, hmm, notamment sur le côté remote parce que c'est une ré enfin, c'est une question vraiment que je me pose. hmm, Tu vois, en France, tu as pas de décalage horaire entre, un côté de la France et l'autre côté de la France. Par contre, aux US, tu as un décalage horaire entre un côté du pays et l'autre côté du pays. Ce ouais. qui fait que naturellement, même si tu travailles avec des gens qui font partie du même, pays que toi, les contraintes de décalage horaire, de distance et cetera, imposent assez naturellement le fait de travailler en remote. Là où en France, tout est concentré globalement sur Paris, donc j'ai Ouais. le sentiment que c'est peut-être culturellement un peu plus compliqué en France versus les US. Est-ce que tu dirais que c'est le cas ou pas? Alors déjà, on a une perception du travail. Alors, on peut parler un peu du côté culturel franco-français par rapport aux Américains, hein, parce que je connais, bah, voilà, j'ai la double nationalité, j'avais une mère américaine, enfin, je connais bien les deux sujets, j'ai bossé pour les boîtes américaines, je connais bien les deux sujets. La perception du travail n'est pas la même. Voilà. Et je pense qu'il y a plein de sujets à couvrir là-dedans, qui sont super intéressants, voilà. Notamment dans le monde des startups et de la tech. La perception du rôle de l'employé au sein d'une entreprise en France n'est pas la même qu'aux États-Unis. Il n'y a pas le même sentiment de participation à une aventure entrepreneuriale. Et ça, c'est pas que la faute des employés. C'est la faute à la fois des founders, hein, on va dire des patrons, pour parler dans le vieux sens français, voilà, et des employés, parce que en fait, il y a relativement peu de redistribution. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, je vois bien les founders français qui disent ah moi j'en entends plein, hein, ils disent moi mes employés voilà ils bossent pas autant, ils sont pas aux États-Unis, ils sont partis sur le 996, voilà ce qui est un peu foufou. Mais voilà il y a ce désir hein, je dirais d'avoir des gens qui sont hyper impliqués. Et moi j'ai des histoires de fous. Ils travaillent trop, surtout à New York, c'est sûr ils travaillent trop. Hein. Moi j'étais CMO de Ramp, qui est une fantastique boîte. Hein. J'ai fait un off-site avec eux à New York, voilà. Et, on était allé faire du classique, on allait boire des coups, faire du bowling et tout. Je suis KO parce qu'il y a décalage horaire de 6 heures, il est 22h30, on sort du bowling, et le mec il dit on va au bureau, on fait des mails. Je dis, vous êtes dingue. Enfin, moi je vais pas au bureau faire des mails à 22h30 après avoir bu des coups, faire des bowling. Et les mecs ils sont allés au bureau, faire des mails, ils sont allés bosser. Voilà. Donc ça, voilà, c'est différent. Par contre, et c'est là où je pense que c'est un point qui est hyper important et que les gens ne disent pas assez, je connais plein de boîtes françaises, j'ai plein de copains qui sont founders, d'autres qui sont employés. Je n'ai aucun ami qui était employé, même dans un rôle relativement senior, dans une boîte, une startup française, qui a eu un life-changing event, qui soit devenu riche. On va parler comme ça, hein, on va parler comme ça. J'en ai aucun qui se dit ça y est, moi j'étais early employee dans telle boîte, la boîte a eu, hop, gros exit, c'est fini, retraite à 35 ans, hop, les pieds en éventail. J'en ai aucun en France. Alors qu'aux US, j'en ai plein. J'en ai plein. Et ça, c'est lié à deux choses. C'est que forcément, il y a moins d'exits et les exits sont plus petits. C'est sûr, Oui. hein, le marché français La est petit. valo la valo n'est pas la même. Et ouais, mais de deux, on donne beaucoup moins de parts. Le système de parts avec les BSPCE et tout en France, on Mmh mh. donne moins de parts d'entreprise. Et donc, du coup, forcément, la perception du rôle que l'on doit avoir aux entreprises, la participation à l'aventure, elle n'est pas la même. Voilà. Et donc, il y a ce premier point qui est hyper important. Le deuxième point, c'est que culturellement, n'empêche que, on va prendre le cas de Ramp, hein, qui est basé sur trois pôles, New York, Miami et San Francisco. Bon, bah aujourd'hui, dans chacun de ces pôles-là, tu as plus d'une centaine d'employés. Donc, tu as une culture de boîte. Voilà. Mmh.
Heu, donc c'est pas vraiment du remote. Ouais, bien sûr, ils ont des calls, voilà, tout est fait pour pouvoir faire des calls, mais c'est pas vraiment du remote. Il y a une vraie culture d'entreprise qui D'accord. se forme. Voilà. Ce qui est très différent de moi, je suis ici dans le sud de la France avec, je dirais les avantages que j'ai, tout ce que je peux avoir et le fait que, bah, il faut se motiver quand même, hein. Il faut Oui, se oui. motiver. Surtout que Ouais. moi, je travaille du coup, bah, avec, des clients américains, donc mes calls, ils se font entre, je dirais 21 h et minuit, hein. Ouais, ouais, OK, d'accord. Voilà. C'est ça ta journée de travail? C'est Ma journée de travail, c'est, généralement, du 14 h 17 h et 21 h minuit. ouais, C'est OK. plutôt tranquille, c'est pas fou, mais il faut quand même le faire. Ah bah, bien sûr, bien Voilà. sûr. C'est-à-dire que, je vais pas dire que je suis, surchargé, par mes horaires, mais ayant des enfants qui sont jeunes et tout, quand tu termines à minuit et qu'à 6 h 30, ils te réveillent, ça fait des nuits qui sont courtes quand même, hein, Ouais, au complètement. quotidien. Ouais, ouais. Je reviens du coup sur le sujet, de la redistribution là que tu mentionnais. Donc Ouais, toi, tu es advisor ouais, et la particularité de ton business model, on va dire, on va l'appeler comme ça, c'est que, d'accord. tu te rémunères en majorité via de l'equity, ce qui est un peu une anomalie, on va dire, globalement C'est clair, pour la majorité des Français, notamment. c'est clair. Et comment est-ce que, Comment ça heu marche? ouais, comment ça marche Comment en ça fait? marche ce truc? Non, mais parce que moi je suis convaincu qu'en fait, théoriquement, tout le monde est à peu près OK de se dire, avec la théorie que tu viens de dire, à savoir, bah oui, je prends de l'equity dans une boîte qui a une énorme croissance et puis à un moment donné, il y a un événement de liquidité, a priori, je devrais pouvoir, bien vivre. Mais on en revient sur les sujets de culture. Culturellement, c'est pas trop admis. Ouais, ouais. Et puis il y a des aspects, négos, comment contractuels et cetera. Comment est-ce qu'on comment on construit un modèle comme celui-là, tu vois? Et puis Mmh. j'imagine aussi naturellement que, vu que toi, c'est le business model que tu as choisi pour toi, du coup, il y a une grande majorité de boîtes qui t'approchent, que tu dois refuser en te disant: «Mais en fait, je ne la vois pas, devenir une billion dollar compagnie» et Ouais, cetera, tu vois? exactement. Alors, donner un peu de contexte quand même, et un peu d'histoire, OK? Il y a un peu d'histoire personnelle à partager et un peu de contexte sur ce sujet, mais super question, notamment liée au fait que, clairement en France, vu que personne globalement, ne s'enrichit grâce aux parts, ce serait, complètement être un fou furieux, que de se lancer, dans un tel projet puisque, tout le monde te dira, à juste titre, que ça ne marche pas. Bon, comme j'ai dit, je suis parti aux États-Unis en 2015 pour Segment. Heu, j'ai bossé ensuite pour Drift, hein, qui est une autre boîte, qui a très bien marché, puis pour Gorgias avec un founder français, hein, Romain, et puis ensuite j'ai fait beaucoup d'advisory, notamment pour Ramp. Il faut savoir qu'en fait, Segment a été racheté en 2020. Donc en fait, en octobre 2020, peu de temps après que je suis rentré, Segment a été racheté par Twilio pour 5 milliards de dollars. Et moi, j'étais, je dirais, un des premiers VP de Segment, donc ça a très bien marché pour moi. Donc je me suis retrouvé avec du capital. Ok. L'année d'après, en 2021, Drift a été racheté pour 1,5 milliard. Encore une fois, j'étais un des premiers VP, je m'en suis bien sorti. Ok. Donc en fait, j'ai moi eu une perception différente de la valeur d'equity parce que, à titre personnel, ça a très bien marché. Je me suis dit, mais c'est génial, comment je peux faire ça plus souvent? D'accord. Euh, C'est la première chose. La deuxième Et chose, c'est que attends, la plus. du coup, c'est un peu la hasard des choses qui a fait que chez Segment et chez Drift, tu t'es retrouvé avec de l'equity et du coup, tu as pu avoir un peu ce wake up call de: «Ah ouais, OK, l'equity, ça a vraiment de la valeur», ou dès le départ, quand tu étais, en train de Alors, négocier ton contrat avec eux, tu avais déjà ce plan en non. tête? Alors, moi, dès le départ, euh, on va dire, dès que j'ai commencé à bosser avec les startups en 2012, ça remonte à longtemps quand même maintenant, j'ai regardé qui se fait de l'argent dans le marché de la tech, d'accord, et comment l'argent est distribué. Ok. Alors, c'est très simple, hein. En premier lieu, c'est les investisseurs, hein, les VCs. Ok. Et en deuxième lieu, c'est les founders. Ok. Là, quand tu vois ces deux ensemble, tu as Oui, tu plus, as compris. t'as plus 80%. D'accord. Mmh. Bon, ok. Ensuite, moi, je suis pas founder. J'ai pas ça en moi. Voilà. C'est pas mon truc. Bosser pendant 10 ans sur un projet qui a de fortes chances d'échouer, c'est pas mon truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, et c'est là que je pense que c'est important, toujours, quand j'ai un call, notamment avec un Français, ils me disent, tiens, je veux faire comme toi, je dis, c'est quoi ton objectif personnel? Qu'est-ce que tu veux? D'accord. Et je leur explique mon objectif à moi, que moi, j'ai défini il y a très longtemps. Moi, en fait, j'ai envie d'avoir une indépendance financière complète. D'accord. J'ai envie de vivre très confortablement et dans l'indépendance financière complète. Et je veux avoir la certitude d'y arriver. D'accord.
Ce qui veut dire que je veux pas être le type qui dit, moi, je veux une chance sur 100 d'avoir 100 millions. C'est pas mon truc, ça. Ça, c'est pas mon truc. Parce que j'ai pas 100 vies. Ok, j'en ai qu'une. Et donc, en fait, moi, je veux maximiser. En fait, quand tu regardes la distribution des choses, je veux maximiser la chance d'être complètement indépendant financièrement. Et alors, une fois que tu as dit ça et que tu as réfléchi, tu peux pas être founder. Ça marche pas. D'accord. À moins que tu aies un ego surdimensionné, et c'est le cas de la plupart des founders, c'est normal, hein, pour qu'ils survivent intellectuellement. Hein. Mais tu regardes les stats de la formation d'une boîte jusqu'à un exit significatif, hein, tu es dans le 1 à 3%. C'est tout. Hein. Et tu peux rien y changer. Et même à la série A, tu es à moins de 10%. Ok. Donc, du coup, moi, ce que je dis, moi, je veux, pour pouvoir accomplir mon objectif personnel, je vais aller prendre le maximum d'equity dans différentes boîtes, avoir un portfolio comme un VC, voilà, dans des boîtes où j'ai la certitude que ça a bien marché. Segment, je suis arrivé juste après la série B, parce que j'ai fait partie, en fait, des clients que les VC ont appelés pour le reference call, et je me suis dit, wow, c'est vachement bien. Hein, c'est Thrive Capital qui m'a appelé. Et après, ils ont dit à Segment de m'embaucher. Drift, c'est Pat Grady de chez Sequoia qui m'a appelé. Voilà. Et ensuite, je me suis dit, wow, si Sequoia investit, c'est quand même bien. Voilà. Et donc, du coup, j'y suis allé. Voilà, à la série. Et j'ai à chaque fois négocié un pourcentage d'equity significatif quitte à faire des efforts. Et j'ai fait des stents de 18 mois, 18, 24 mois, à chaque fois. Segment, Drift, Gorgias, bam, pas plus de 2 ans à chaque fois. Tac, 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 tac. Alors, ça, c'est ma stratégie. Il se trouve que j'ai eu de la chance, les 3 ont marché. Voilà. Mais ça, c'est de la chance, par contre. Oui, mais tu vois, le fait que tu dises, tu arrives post-série B, Hmm. disons qu'il y a quand même des fondamentaux qui ont déjà été, validés au sein de la boîte. C'est clair. Parce que quand tu arrives après une série B, le product market fit, il a été identifié, tu es quand même dans Ouais, une, tu vois? ouais. J'ai quand même le sentiment qu'il y a des fondamentaux. Tu es pas en train d'arriver en pré-seed d'une boîte, sur une idée comme ça, Et je tu le vois? ferai jamais. Et je le ferai jamais parce que c'est pas rentable. Et du coup, ça ne me permet pas d'accomplir mon objectif personnel. Ouais, ouais, Parce que OK. la probabilité n'est juste pas là. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, je fais des petits chèques d'Angel pour des copains, des trucs comme ça en précide, mais jamais je vais passer mon temps parce que mon temps a trop de valeur pour ça. Ouais, Voilà. mais en fait, tu vois, par rapport à ce que tu dis, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que tu as trouvé pour toi, et après on pourra passer aussi, Ouais, par rapport à tes compétences et cetera, mais je pense que tu as trouvé pile poil le bon équilibre risque-reward, tu vois? c'est clair. Parce que tu vois, on parlait du pré-seed, bon, bah, en fait, le pré-seed, potentiellement, tu aurais pu avoir des rewards beaucoup plus importants, mais le risque, il est aussi beaucoup plus important. Là, tu arrives à des Ouais. moments de vie où par rapport à ce que tu es capable d'apporter sur la table, avec les boîtes avec lesquelles tu bosses, bah, tu es vraiment pile poil dans le ratio Ouais. risk-reward sur lequel tu Et alors, sais que tu es bon. du coup, moi, j'ai fait la courbe. Hein. Je dirais du reward multiplié par la probabilité. Ah bah, tu as une courbe classique en distribution avec une concentration vers la série B. Hein. C'est tout. Ah Hein. Parce qu'en fait, après, bah, tu es juste un employé, tu peux plus prendre d'equity. Et oui, avant, tu as trop de risques. ouais, C'est comme ça. Voilà. Bon, donc, là-dessus, il n'y a pas de doute. Maintenant, il y a une chose que je veux ajouter. C'est comment est-ce que j'ai fait pour être embauché pour par ces boîtes-là. Voilà, en série B. Comment est-ce que, voilà, c'est un segment, un drift ou même un Gorgias. Il y a toutes ces boîtes-là. Il y a, toutes, hein, il n'y a pas d'exception. J'étais en contact avec les founders pendant des années avant d'être embauché. C'est-à-dire que mmh. si tu regardes Segment, j'ai des échanges d'emails avec les founders de 2013 à 2015. 2013, c'est quand ils ont annoncé leur lancement sur Product Hunt. Ah ouais, D'accord. OK, mmh. Ok. Et, et j'en ai plein comme ça. Et donc, en fait, je passe un tout petit peu de temps à faire des calls, à envoyer des emails, donner un petit peu de feedback sur une grosse part du marché pour que derrière, quand ça se passe bien, j'ai pas d'entretien d'embauche. C'est-à-dire que Oui, je n'ai pas eu d'entretien dans ces boîtes-là. Les gens me disent, non, mais attends, nous, on veut bosser avec Guillaume. Guillaume, il demande beaucoup d'equity, mais c'est pas grave. On le connaît, on lui fait confiance. Ça fait 2 ans qu'il nous ouais, donne du feedback, ça fait 2 ans qu'il est là. C'est même pas une question. Et donc, du coup, j'ai pu négocier comme j'avais envie pour chacune oui, de ces boîtes-là. ouais. Donc c'est développer la relation au moment du Et ouais. seed, mais développer le business au moment de la série B, quoi, c'est Parce que c'est une question de cost to reward. C'est-à-dire que ouais, mon ouais, cost, c'est-à-dire qu'en fait, moi, un segment qui se lance sur Product Hunt, je passe 1 heure, 2 heures ici, je joue, je vois des bugs, je leur dis tiens, ton formulaire il est pas bien, ton ouais, flow il est pas bien, tes emails sont pas bien faits et tout. Ok, même si je passe, allez quoi, 4 heures sur l'année, c'est rien.
mais je crée une relation. Bien sûr. Je crée une relation de fou et derrière, ils me connaissent. Ils me connaissent. Ouais. Et ça c'est hyper important. Hyper important. Tu vois? Et toutes les boîtes où ça s'est bien passé pour moi, c'est comme ça. Tu vois? Même là, je bosse avec Zapier, mais Wade, mais ça fait 15 ans que je le connais. Mmh. Et bon, tu as touché du doigt un tout petit peu le sujet de la négociation où tu disais: «Mais en fait, le fait de développer des relations en amont et cetera, ça facilite la négociation». Mais mais comment ça se passe, en fait? C'est quoi les étapes clés pour aller négocier, tu vois, de l'equity quand tu es advisor? Encore une fois, Alors, tu es un des rares qui y arrive, de tu ok. vois? Alors, ces boîtes-là, on va dire un segment, un drift, vraiment un Gorgias, j'ai été employé. D'accord. Donc ça, c'est une négociation d'employé qui est différente d'une négociation d'advisor. En tant qu'employé, notamment aux US, d'equity, ça fait partie du package. D'accord. Donc c'est une Ouais, question de combien, mais oui, de nos jours, encore à l'époque, c'était un petit peu nébuleux, de nos jours, c'est hyper standardisé. Ils ont des grilles en ouais, fonction de la seniorité, du rôle et tout. oui, Voilà, à la fois pour le cash et pour l'equity. ouais, Et tu sors pas trop de la grille, quoi. Hein. On va dire, oui. tu Il y a ça le se négocie. benchmark, il y a le standard, boum. Voilà. Les montants sont fous, hein. Qu'on ne s'y trompe pas, notamment en AI, les montants Oui, d'equity oui, sont des sûr. montants de dingue hein, Ouais, de nos jours. Voilà. Mais ça fait partie des négos, c'est standard. Ok, pas de problème. Euh, En tant qu'advisor, c'est différent. C'est-à-dire qu'en tant qu'advisor, déjà, il faut arriver à leur vendre le fait qu'ils ont besoin d'un advisor. Je ne parle pas d'un freelance ou d'une agence, quelqu'un qui va leur donner du conseil. Un type, et ils ont dit, moi j'ai besoin de cette personne-là pour aider ma boîte, pour me coacher moi en tant que founder, pour coacher mes équipes. Et je vais aller chercher quelqu'un qui va pas bosser full time. Ça déjà, c'est pas évident. Ne serait-ce que d'arriver à faire ça, c'est pas évident du tout. Et il y a peu de gens qui y arrivent. Ok. Et la plupart des gens font une confusion entre ceux qui font du freelance, que ce soit avec le truc de clé, qui font des agences, qui est très bien, hein, mais qui vont être payés à un taux horaire, mmh, voilà, quelques centaines d'euros ou de dollars par heure, parce qu'ils ont une compétence particulière, parce que la boîte ne les a pas, parce que la boîte n'a pas envie de les développer. Et bah, tiens, on va externaliser, hop, voilà, le projet, et on va trouver quelqu'un qui fait bien de la bonne email, du SEO, des ads. Et ça, hyper classique, c'est très bien, il y a un gros marché, mais tu sors pas du lot avec ça. Et tu peux pas prendre d'equity, c'est impossible. Tu peux pas leur dire, alors moi, vous êtes sympa, pour faire vos emails, il me faudrait 0% de la boîte. mmh, Ça n'a pas de sens. Ok. donc, donc, du coup, déjà, le produit n'est pas le même. D'accord. C'est pas un produit d'exécution. Moi, je n'exécute pas. Je ne réalise rien pour les boîtes. D'accord. Voilà la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne vais pas chercher des clients. C'est impossible. Tu ne peux pas aller voir les founders et leur pitcher sur ce que tu fais. D'accord. 0% d'outbound. Ce qui est marrant parce que moi je fais beaucoup d'outbound pour les clients. Je fais 0% d'outbound pour moi-même. Okay. C'est que de l'inbound et c'est de l'inbound via les VC. C'est les VC qui font les intros. C'est les VC qui regardent leur portfolio, ils disent bon, cette boîte-là, elle a beaucoup de potentiel. On est Sequoia, on a mis 40 millions, 50 millions. Là, la pression concurrentielle commence à être forte. On sent qu'on a besoin d'un petit peu d'aide. On va leur recommander par la Guillaume. Ok. Sequoia, je les connais depuis plus de 10 ans maintenant. Je connais la plupart des partners. Pareil pour quasiment tous les autres VC américains. Ils me connaissent et ils savent que je prenne de l'equity. D'accord. Et donc, quand moi j'ai une intro, en fait, tout le monde dans cette chaîne d'intro connaît le deal. ouais. D'accord. Et moi, je sais que si j'ai une intro de Sequoia, c'est eux qui, au board, vont approuver le package. Oui, oui, oui. Et donc, je sais déjà que ils connaissent mes tarifs, ils connaissent le deal, le truc, ils font l'intro. Le founder, lui, il reçoit l'intro de son board member. Il peut pas dire non. Et c'est pas possible. Parce que s'il dit non, moi j'ai pas envie de ne serait-ce que de prendre l'intro, et que derrière il se plante, Oui. ça va barder. Mmh. Donc il est obligé de prendre l'intro. Voilà. Et donc, c'est presque magique. C'est presque magique parce que, en fait, il va dire quoi on va être très transparent. C'est-à-dire que nous, on prend des packages généralement, tu vois, de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5%. Bon, sur des boîtes à 100 millions, on va dire que ça fait 300 000, tu vois, 300 000 dollars d'equity. C'est énorme. Mais en même temps, Sequoia, ils sont là pour faire combien? Ils sont là pour sortir des boîtes à 1 milliard. Ah non, mais complètement. Ouais. Et donc, du coup, si tu regardes sur un ramp qui vaut 24 milliards de nos jours, voilà, on s'en fout complètement de ce que j'ai pris. Ça n'a Oui, oui. absolument aucune importance. Ouais. Voilà. Et donc, c'est pas une question de prix. Et c'est ça qui est beau. C'est qu'à partir du moment on a réussi, j'ai réussi à créer la perception du dérisking, parce que c'est ça que je vends. Hein. Ce que moi, je vends de nos jours, c'est dire, bah tiens,
cherche d'autres personnes qui ont fait 4 fois, 5 fois, 6 fois hein, la série B à la série C et D en growth marketing en B2B. Puis si t'en trouves, tu me rappelles. Hein. Sinon, c'est ça mes tarifs. Et moi, je peux te permettre d'éviter le risque de te planter. Je peux te permettre de créer les meilleures équipes. En gros, je suis une assurance. Je suis une assurance contre l'échec. Voilà, Ouais. tout est dit. Est-ce que tu dirais que parce que, bon, tu as un skill set qui est assez particulier. Tu vois, tu disais, tu fais beaucoup d'outbound et cetera et moi de l'extérieur, on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble, mais c'est vrai que l'image que j'ai de toi, c'est effectivement que sur la partie Demon Gen, tu as un gros core competency sur, des sujets de Demon Gen et notamment autour de l'outbound. Quand un fonds de VC comme Sequoia fait appel à toi, est-ce que c'est parce qu'ils ont déjà identifié en amont le fait qu'il y avait une énorme opportunité sur ces skills-là et que du coup, bon, bah, en fait, vu que l'opportunité, elle est énorme sur ce truc-là, on va faire appel à Guillaume. Non, Et du coup, toi, tu généralement, c'est arrives pas avec ça. un playbook sur lequel tu sais que tu es en confiance parce qu'il y a déjà un peu cette espèce de due diligence qui a été faite. Non, généralement, c'est pas ça. Généralement, ils n'ont pas les détails. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de CMO en place. Il n'y a pas de senior marketing leader en qui qui ils ont confiance. Ok. Généralement, c'est juste avant ou juste après une série. Ils ont lâché beaucoup. Voilà, et maintenant, ils veulent un peu structurer. Ok. Mm. Ils peuvent faire partout. Quasiment à chaque fois, notamment aux US, les founders sont des founders techniques. Hein. Alors c'est un peu moins vrai de nos jours, mais surtout il y a 5-6 ans, c'est des founders techniques, c'est pas des founders marketing. Voilà. Donc, voilà. Et donc, le VC veut dérisquer, mais il sait pas trop comment. Première chose. Deuxième chose, la plupart des boîtes où moi je vais, hein, surtout post-série B, c'est des boîtes où il y a des concurrences. Tu regardes un Drift versus un Intercom, par exemple, tu vois, un Mm. Ramp versus un Brex. Voilà. Donc, il y a une question de timing. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps d'aller chercher quelqu'un d'autre. Et les échecs en marketing, les échecs par du recrutement, sont extrêmement fréquents, plus que dans n'importe quel autre rôle. Ouais, C'est complètement. ça qui est important. Mm. D'accord. Et tous les founders ont des histoires de marketeurs qu'ils ont recrutés et ça s'est mal passé, ou plutôt il s'est rien passé. Tous. D'accord. Tous. Et ça me sert, ça. Il n'y a pas à dire. Ça me sert. Parce qu'ils sont tous avec, je dirais, du traumatisme. Et ils veulent pas recruter quelqu'un de trop senior. Et ils ont raison. Ils veulent pas aller prendre un CMO alors qu'ils sont juste en série B pour quelqu'un qui va s'asseoir sur ses mains et distribuer des dollars à ses copains. Voilà. Mais ils ont besoin d'avancer. Ils ont besoin d'avancer vite. Comment ils font. Voilà. Et donc, ça, je dirais, c'est la situation dans laquelle je rentre, généralement. Voilà. Il n'y a pas de playbook identifié, il n'y a pas d'opportunité identifiée, il y a une opportunité de marché qui est large, il y a du stress, il y a de la concurrence, et il va falloir gagner. Et c'est généralement là-dedans que je gagne. Ouais, donc limite, on a besoin de quelqu'un qui vient avec une attitude particulière, un mindset particulier et cette personne qui est capable d'arriver avec cette attitude et ce mindset, c'est toi. Et alors là, je pense que c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, moi, généralement, ce que je. Donc, du coup, moi, je prends l'equity. D'accord. Euh, C'est-à-dire que je me retrouve dans un rôle presque d'investisseur. Alors, je ne mets pas de capital, hein, donc il y a des Oui. différences, mais c'est-à-dire que moi, je gère un portfolio de boîtes, c'est-à-dire que je dois choisir les boîtes dans lesquelles je vais aller et avoir la conviction que cette boîte va bien se passer. Ok. Et donc, pour qu'il y ait un deal d'advisory, il y a, je dirais, un recouvrement, c'est peut-être ces trois cercles des graines de veine, ces trois cercles. Il faut que moi, j'ai envie d'avoir des parts de cette boîte. D'accord. Il faut que les fondamentaux de la boîte soient excellents du marché. Et je me dis, ouais, cette boîte, on va faire x10 dans les 5 prochaines années. Voilà. En tant qu'investisseur, je me dis, oh, ok. Deuxième, je dirais, cercle, mais il faut qu'il y ait un vrai problème. Il faut qu'il y ait une vraie opportunité qu'ils n'arrivent pas à résoudre en interne. Parce que sinon, qu'est-ce que je vais leur proposer? Voilà, si tout va bien. C'est-à-dire que tu regardes par exemple, j'ai parlé aux copains de Cursor. Bon, mais ils n'ont pas vraiment besoin de moi, ça se passe très bien. Hein. C'est pas la croissance leur souci aujourd'hui, tu vois. Donc il faut qu'il y ait un problème. Voilà. Et petit c, il faut que ce problème puisse être résolu via de l'advisory. Okay. Alors, généralement, la bonne réponse, c'est pas de l'advisory. Généralement, la bonne réponse, c'est qu'il faut embaucher. Hein. Mmh. Notamment à un stage, ils viennent te voir et ils disent, ah, j'ai tout ça à faire. Super, embauche une équipe marketing. Voilà.
Là, parce que moi, je vais faire quoi? Je vais leur prendre de l'equity en échange de conseils. Il va rien se passer. Donc ça, c'est nul. Donc généralement, il y a ce petit... Et ce recouvrement au milieu, il n'est pas gros, hein. Voilà. C'est un petit nombre de boîtes où tu te dis, là, c'est parfait pour moi. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un problème que je sais résoudre. Ce problème ne peut être résolu autrement que par de l'advisory. Et si je résous ce problème, cette boîte va exploser. Voilà. Et c'est ce petit recouvrement-là que je cherche en permanence. Ouais. Ça nécessite de l'expérience pour être en mesure de faire ça, pas n'importe qui peut s'inventer, tu Ouais, vois? Voilà, c'est donc sûr. c'est Et tu regardes sur, donc, on va dire de 2012 à aujourd'hui, eh, ça fait quand même du temps quand même, hein, où j'ai oui, commencé à faire de l'advisory, à faire du conseil, voilà, du mentoring au tout début. Voilà. Les 7-8 premières années, le résultat, c'est zéro, hein. mmh, C'est-à-dire qu'il y a un cost à cette expérience. C'est-à-dire que j'ai accumulé les boîtes, notamment early stage. C'est pas par hasard que je fais du mid stage, de la série B+. Hein. C'est parce qu'en fait, au début, j'ai fait du early stage. J'ai fait plein de boîtes où je me suis fait plein de copains. Financièrement, zéro. mmh, D'accord. J'ai rien sorti de toutes ces boîtes-là se sont fait racheter pour peanuts. des cacahuètes, ouais. Voilà. Et les founders ont eu un petit peu, je dirais, de package en rejoignant une autre boîte et tout. Et les employés advisors, tout ce qui est common stock, walou. Voilà. Euh, et donc, ce learning-là m'a poussé à faire ce que je fais aujourd'hui et à le faire avec rigueur aussi. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. J'ai envie qu'on ouvre un 2e chapitre, j'ai le Mm. sentiment que la transition est toute trouvée, c'est, heu, quand tu arrives dans les boîtes et ce qui se passe quand Ouais. tu arrives dans les boîtes et notamment donc toi, tu d'un point de vue skills, tu es identifié sur, des sujets qu'on peut appeler des sujets growth. Hem, Mm. donc t'expliquer un des sujets quand tu arrives dans une boîte, c'est aussi la constitution de l'équipe, tu vois? C'est quoi les Ouais. people, c'est quoi les skills qu'il y a, en interne. Quand tu arrives et qu'il faut construire une équipe growth, pour toi, c'est quoi les les premiers people à intégrer, les premiers skills à intégrer? C'est quoi un peu les premières étapes, les premières briques qu'il faut poser au sein d'une entreprise pour derrière être en mesure d'atteindre les objos que toi tu te donnes avec, les boîtes que tu accompagnes? Ouais. Là, je pense qu'il y a un premier truc à dire sur le côté culturel et pourquoi ce que je dirais euh, quand je viens, qu'est-ce que je fais et les boîtes que je choisis. Ma vision du growth, notamment, bon, moi je fais du growth B2B. Voilà. Ma Oui. vision du growth B2B, c'est que le succès se fait via la prise de risque. Voilà. Ça, Mmh. c'est hyper important. Par ailleurs, cette perception transcende tout ce que je fais, non seulement j'ai mes actions en growth dans les boîtes, dans les boîtes où je suis, enfin mes clients, mais aussi la façon dont je fais tourner mon business, hein, puisque moi je prends l'equity dans différentes boîtes et du coup c'est une évaluation euh, rationnelle de la prise de risque. Ouais. Ok. Donc c'est à peu près la même chose. Ok. Je fais la growth dans les boîtes comme j'investis dans les startups. C'est pile poil idem. Ok. Et j'explique ça aux founders. Et c'est là, je pense que c'est important avant qu'on arrive sur l'équipe. C'est-à-dire que moi, quand je prends un deal, quand je parle, quand je bosse avec un founder, je m'aligne avec cette personne sur le fait que je suis là pour prendre du risque et faire les choses différemment de l'équipe marketing. Je suis pas là pour faire du marketing. Ok. Si tu as besoin de quelqu'un pour te faire tes campagnes, je dirais d'ads, tout ça, social, tes posts, machin truc et tout, fine. Il faut que tu construis une équipe marketing. D'accord. Et c'est hyper important. Ils vont faire, si tu les recrutes bien, un good job. Voilà. Mais
n'as pas besoin de moi pour ça. Moi, ce que je vais t'apporter, c'est une approche rigoureuse et avec une, je sais pas comment dire, avec une bonne vélocité, euh, de l'expérimentation à travers tous les canaux possibles, sur toutes les surfaces possibles, surfaces marketing possibles, voilà, du risk to reward. Okay, et je construis les équipes en fonction de ça. Okay. Si le founder, la founder n'est pas d'accord, si je n'ai pas le feeling d'avoir ce backing, d'être soutenu pour ça, j'y vais pas. Parce que je ne peux pas les faire gagner. Okay. Et ça, c'est hyper important. Parce que la plupart des founders te disent oui, mais en fait, non. En fait, non. et ça, c'est parce que si tu regardes toutes les autres équipes que ces personnes vont gérer, que ce soit en product, en engineering ou en marketing plus tradi, okay, l'expectation, les attentes des founders sont sur un taux de succès très élevé de chaque projet. Hein. C'est-à-dire que si tu as un product manager, tu as un PM ou un VP product, et sur 9 mois et 3 lancements de produits, il t'en foire 2, bon, bah, c'est dehors. Hein. Voilà, ça dégage. Rapidos. Normal, j'ai envie de te dire. Et pareil pour un VP marketing ou une VP marketing qui te fait des campagnes et des campagnes se foirent complètement. Dehors. Voilà. Or, moi, les équipes que je fais, le taux d'échec attendu, c'est 70%. OK. Et ça, c'est notre job. Parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va trouver, parce qu'on appelle dans le monde des investisseurs des VC de l'alpha, qui est en fait du reward, comme tu dis, hein, du retour sur investissement. Okay. Si on ne prend pas ce niveau de risque, on ne peut pas trouver des choses. Voilà. Et ça, c'est important parce que quand moi je vais sur des marchés, on a parlé de marchés concurrentiels, il faut se dire que ceux qui sont en face, ils sont pas bêtes, hein, ils sont pas cons, hein, d'accord. Et notamment quand tu vas sur un ramp versus un Brex, qu'ils ont le soutien de A16Z, voilà, ils ont, moi, je les connais les gens là-bas, ils sont hyper malins. Et donc si tu prends pas de risque, tu fais des choses tradies juste un peu mieux, tu vas pas gagner. Hein, ils sont là avant, aucune chance que tu gagnes. Donc il va falloir que tu fasses des choses que eux n'ont pas essayé. Okay, il va falloir que tu ailles plus vite, et que tu essaies plus de choses sur des trucs qui ont l'air un peu foufou, que eux n'ont pas essayé. Voilà. Et donc il faut structurer ta team pour ça, il faut que tu aies le soutien et que tu aies mis en place une culture d'entreprise, une culture d'équipe qui soit là pour ça. Voilà. Et ça, c'est la fondation. Voilà. Et moi, quand je te dis que tu viens, en fait, non. Parce que moi, je viens, en tout premier lieu, c'est ça. C'est ça que je vends. D'accord. Et si j'ai réussi, et Ramp est un exemple parfait, tu vois, si j'ai réussi, il y a une sous-équipe. Il y a une équipe qui reporte à un des founders, qui va prendre du risque et te trouver d'alpha. Voilà. Ça, c'est, je pense, le point le plus important. Point de départ, c'est effectivement le côté risque averse. Ouais, ok. Et donc, ok, tu t'es aligné sur ce truc-là. Et derrière, je reviens sur ma question, parce que ça, c'était le point Quelle de équipe tu départ. veux? C'est Voilà, ça? c'est quoi l'équipe? Alors, ça dépend de la taille de la boîte. Le minimum, voilà, les temps changent, tu vois, en 2025, vibe coding, tout ça, voilà, bon, ok. Donc, on n'a plus forcément besoin de growth engineers, certes. Je pense que pour une boîte série B qui fait quelques millions de revenus, qui a envie de faire, on va dire, par exemple, 3-4 millions de revenus et passer à, 12-15 l'an prochain, donc faire un x3, il faut une équipe growth avec un growth PM, quelqu'un qui va être peut-être plus tard head of growth, qui va gérer tout ce qui est framework d'expérimentation à travers toutes les surface areas. Voilà. Il va te falloir une personne pour pouvoir faire tout ce qui est back-end growth. Donc aujourd'hui, on dit un GTM engineer. Hein, Ouais. mais c'est à peu près la même chose. Hein, quelqu'un qui va te connecter un petit peu toutes les briques d'infrastructures existantes. Voilà. Il te faut généralement quelqu'un qui va faire tout ce qui est copywriting, design et compagnie. Encore de nos jours, tu vois, bon, ça peut être le growth PM parce qu'on peut vibe coder beaucoup de choses. Et dernièrement, il te faut un analyste, un data scientist, on dirait en France. Et souvent, ce rôle est pris par le growth PM au début. Voilà. Quel genre de rôle on recrute? Tu vas aller là. Moi, j'ai eu beaucoup de succès, notamment aux US, à recruter des gens qui viennent du monde du conseil, des grosses boîtes de conseil, Ok. de la banque d'investissement, notamment à New York. Des gens qui
ont une très très bonne approche, compréhension de la statistique, du risk to reward. Et la plupart de ce qu'on fait, en fait, c'est une approche scientifique. On pose une hypothèse, on pose des chiffres, on analyse la probabilité que ça marche, on exécute du mieux qu'on peut, rapidement, et on analyse post-mortem. Et on avance. C'est tout. Ok. Donc, il faut avoir des gens qui bossent, qui comprennent bien les chiffres et qui bossent dur. C'est tout. Et là, je les trouve généralement. Voilà. Alors, ça peut être des anciens founders, c'est sûr. Ouais. Mais généralement, c'est des gens qui viennent, ouais, je dirais, du conseil, d'un banque d'investissement. Voilà. Ok, donc il y a un truc assez intéressant, enfin il y a un truc qui pour moi peut Mm. paraître un peu paradoxal, c'est donc ce que tu disais, toi ce que tu veux c'est 70% d'échecs. Un Ouais. autre élément que tu avais mentionné notamment dans des contenus que tu as postés, c'est que pour toi en fait un bon growth leader c'est le bon mix entre effectivement cette rigueur scientifique que tu viens de mentionner et le côté un peu crazy creative. Et Ouais. pour moi, quelqu'un qui vient d'une banque d'investissement, tu vois, d'un gros cab de conseil, Mm. voilà, la rigueur scientifique, il y a pas de débat. Le Pas côté de débat. crazy creative, Mm. Dans le poste, j'ai dit que c'est hyper dur d'avoir quelqu'un qui fait les deux. C'est extrêmement rare. Tu vois. J'en connais, et c'est ceux que je recrute pour être les VP Growth. Par exemple, chez Ramp, j'ai recruté George Bonacci. George, avant d'être chez Ramp, il était chez Gong, avant il était chez Samsara, mais avant, il était founder d'une boîte en biotech. D'accord. Donc lui, il est ingénieur en biotechnologie. Donc les hypothèses d'arrière scientifique, il oui. l'a. Tu vois, il l'a. Est-ce que c'est le mec qui est le plus fou? Non, c'est sûr. Par contre, j'ai constitué la team pour qu'il y ait des gens qui soient très, je dirais, très crazy creative, des artistes, hein, vraiment. Ouais. Voilà. Et d'autres gens qui soient plus. Voilà. Après, des gens comme moi qui ont les deux, oui, c'est sûr, c'est rare. C'est rare. Hein. Faut être ce que je mis dans l'article, il faut être un schizophrène efficace. Voilà. Ouais, ouais, c'est une bonne formulation. Ouais, c'est effective schizophrenic. Hein, voilà, c'est schizophrène efficace. Il faut arriver à partir de l'un à l'autre. Euh, Moi, j'ai cette chance. Voilà. Alors, je ne vais pas refaire toute mon histoire de mon enfance, hein, mais j'ai cette chance. Un, d'avoir bossé chez Apple, où le côté créatif et tout, et voilà, hyper important. J'ai la chance d'avoir bossé en sécu informatique pendant 2 ans dans une boîte de conseil qui s'est fait depuis racheter par Orange Cyberdéfense, où j'étais directeur marketing, où j'ai bossé avec des ingés en cyberdéfense, où j'ai appris énormément sur tout ce qui est phishing, pen testing, social engineering, voilà, qui sont des techniques hyper proches de ce qu'on fait nous en growth marketing. Hein. Faut pas se mentir, hein. C'est Ouais, super complètement. proche, voilà. Voilà. Et il y a beaucoup de trucs qu'on fait, notamment en France, dans la growth, qui sont borderline, puisqu'on a un côté latin et tout, et on va en parler, voilà, je sais, voilà, que les Américains n'ont pas, parce qu'ils sont anglo-saxons. Et donc j'arrive et je leur dis, mais si on faisait ce truc un petit peu tordu et tout, ils me regardent des gros yeux, on le tente, et forcément, vu que les autres Américains en face, ils veulent pas tenter, et ben ça marche. Voilà. Donc c'est-à-dire que mon côté français, latin, qui, trouve, je dirais, des workarounds, voilà, et ben ça joue en ma faveur. Voilà. Ouais. J'ai envie de te dire, il y a un truc que les gens ne se rendent pas compte, hein, c'est que super souvent, l'advisory que je fais pour les petites boîtes, le mentorship pour les petites boîtes, ou le fait que je traîne sur certains forums de growth français et je vois les gros français, gros hackers français qui font des trucs de fou, comme je dis, c'est pas mal ça. Et si je scalais à une boîte série F aux États-Unis et tout, mais je suis sûr de faire ça. Parce qu'en fait, les autres, ils n'ont pas accès à ça. Ouais. Les autres que j'ai en face, les copains américains et tout, ils n'ont pas accès à ce pool, je dirais, à ces forums où ils peuvent observer ce qui se passe et le scaler. Mmh. Oui, ça c'est un peu ton unfair advantage en fait. Mais complètement. Mais des deux côtés. C'est-à-dire que les Français, en fait, quand je vois les gros hackers français, ils n'ont pas le marché pour que leur idée fonctionne. Et ils n'ont pas la seniorité, ils n'ont pas la boîte, ils n'ont pas le financement pour. Je vais donner, tiens, je vais donner un exemple qui ne vient pas d'un forum. Okay, je vais donner un exemple qu'on a fait dernièrement dans une boîte que je ne peux pas nommer en même temps, mais que vous allez retenir tout de suite. Okay, vu les montants. En ce moment, tout le monde veut apparaître sur ChatGPT. Okay, c'est hyper important. Et tout. Voilà. Donc, il y a plein d'idées. Voilà. Mais c'est pas facile. Okay. Et donc, il y a une idée qu'on a eue qui était de dire, est-ce que le modèle de ChatGPT aujourd'hui est influencé par les conversations? D'accord? Pas juste par le training, par le SEO, mais par les conversations même. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut créer, influencer une réponse pour un utilisateur N par les questions d'un autre utilisateur N-1? Okay. Et combien il en faudrait? Parce qu'il y a des papiers de recherche qu'on a lus qui disent que oui. Bon, dans cette boîte de finance, on a pris 1000 comptes OpenAI, enfin ChatGPT Pro. 1000 hein, à $20 par mois.
OK? Et on les a automatisés. La réponse, ça marche. Ça marche super bien. Voilà. C'est unfair. Pourquoi c'est unfair? Bah, parce qu'il faut pouvoir, pour un test, dépenser 20 000 balles sur 2-3 mois. Voilà, 20 000 balles par mois sur 2-3 mois. Donc tu crames 60 000 balles pour voir si ça marche. Voilà. Donc c'est sûr, c'est unfair. Voilà. Et c'est sûr que c'est tordu. Mais si ça marche, il n'y a pas de question que ça vaut le coup. Il Oui, n'y mais a, y en a fait, pas de question. tu dis c'est tordu, moi je dis c'est malin. Tu vois, c'est quand même ça le truc, c'est que puis il y a quand même un sujet, tu vois, là, cet exemple, moi ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que toi, tu as vu dans ton quotidien, je pense que tu travailles avec des équipes et cetera, qui ont les capacités à automatiser 1 milliard de choses, tu vois? Mm, mm. Et pour autant, dans cet exemple-là, il y a un côté très, très pragmatique de, bah, je sais pas les gars, venez on se crée 1000 comptes ChatGPT. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait de revenir un peu à cette espèce de pragmatisme et first principles de, bah, attends, il faut qu'on ait, 1000 conversations, comment on va faire? Bah, on va créer 1000 comptes ChatGPT, tu veux que je te dise quoi? Au Ouais. lieu de te 1000 casser la comptes, tête à 1000 comptes, essayer ChatGPT qui posent des questions tous les jours par rapport au sujet qui nous intéresse, et notamment, et ensuite pouvoir construire l'hypothèse, de dire comment on va tester que ça marche, oui, quelles sont les queries sur lesquelles oui, on n'est pas positionné, qu'on va pouvoir influencer, pour ensuite mesurer que ça fonctionne oui, sans même toucher notre core business, parce que on sait qu'il y a d'autres choses. Voilà. ouais, Donc on a créé des trucs complètement séparés et dire, ah ouais, là on a la preuve que ça marche parce qu'on n'a rien d'autre qui tourne sur ces queries-là. ouais, Voilà. Donc, OK. c'est le budget, c'est le capital, c'est les équipes, voilà, c'est la volonté de prise de risque, Oui, voilà, et je dirais la rigueur scientifique pour dire tiens, on oui. va cramer de l'argent, du temps et tout pour prouver que cette idée a de la valeur. Et comment on va mesurer que, on a eu raison ou pas? Là, effectivement, c'est un peu le bon mix de tout ce que tu avais mentionné et du coup, avant de basculer justement sur ce côté, les talents français versus les US et cetera, je reviens sur le côté crazy creative et Mm, rigueur mm. scientifique. Hem, Comment tu arrives à identifier chez la personne le fait que ça va être une bonne personne pour, avoir cette bonne combinaison? Alors, ça dépend des rôles, hein, déjà, parce qu'il y a différents types de rôles et j'ai pas besoin que tout le monde soit. Oui, la combinaison des 2. Ouais. Déjà, c'est extrêmement rare. Voilà. Et la plupart des gens qui ont ces deux choses-là se retrouvent soit en tant que founder, la plupart, hein. C'est-à-dire que j'en connais, hein. Par exemple, mon copain Redon qui vient de vendre sa boîte aujourd'hui là, à Zoom, Bonsaï, il est acheté par Zoom, j'ai vu voilà. Bah, lui, il fait les deux, hein. Mais bon, bah, forcément, quelqu'un comme ça qui est très bon, très rigoureux, très créatif, bah, il arrive à monter une boîte et à faire de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est clair. Ensuite, ce sont des gens, généralement, qui ont, alors c'est peut-être un peu moins le cas de nos jours, mais pendant très longtemps, qui avaient des side projects pour se faire de l'argent. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mais beaucoup des gens que j'ai embauchés là-dedans, en fait, ils apprennent avec des petits side hustles en se faisant du fric. Voilà. Ouais. Et je dis, ok, qu'est-ce que tu as fait pour. T'as monté un petit truc d'e-commerce par-ci, un petit machin par-là. Tu vois, moi, à l'époque, on faisait du MFA, du Made for AdSense. Tu vois, on montait des sites web et on faisait du SEO et on positionnait des placements ads dessus, on se faisait du fric. C'est ce que moi, je faisais il y a 15-20 ans, tu vois. Et il y a plein de gens qui faisaient ça. Quand je regarde, du coup, je pouvais facilement identifier quel sous-marché tu as identifié, quelle niche tu as trouvé, comment tu as fait, comment tu as fait ton content, c'est quoi le cost, c'est quoi le revenu, comment tu fait ton truc, tu vois. Et je dis, ok, quelqu'un qui a réussi à faire ça, qui a réussi à se créer un petit side business, à faire quelques centaines d'euros par mois, tu vois, surtout à l'époque, et ben c'est parfait ça. Ça, c'est très bien ça. Ça, c'est quelqu'un qui, du coup, je peux scaler cette mentalité. Voilà. Sinon, ça va être des gens qui, beaucoup, effectivement, traînent sur des forums un peu plus de growth hacking, voire même complètement de hacking, et qui veulent arrêter de galérer. C'est-à-dire qu'ils ont les compétences, ils ont beaucoup de qualités. C'est plus facile d'apprendre la rigueur scientifique que d'apprendre Que dans la le côté créativité, ouais. créatif. Mmh. Eh ouais, la prise de risque, la créativité, le côté artistique du schmilblick, ça c'est dur, ça peut s'apprendre, et c'est surtout, j'ai des aspects psychologiques de l'humain. Beaucoup de ce Mmh. que je fais, c'est de la psychologie humaine. Ah complètement. OK, je bascule, sur le côté un peu, tu vois, talent français versus talent US. Tu Mm. as commencé un peu à mentionner le sujet, mais, hem, en fait et on avait eu cette conversation, la dernière fois qu'on s'était eu au téléphone, c'était, sur le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de growth teams qui sont basés aux US, mais qui sont en fait composés, pas mal de Français
on a aussi Ouais, beaucoup de tools growth énorme, US qui sont en énorme. fait montés par des Français. Ouais, énorme. Comment Pourquoi tu penses que les Français, ils ont ce truc? Ouais, il y a plusieurs raisons. Alors déjà, ça commence à être un petit peu moins le cas, c'est que les Américains commencent à rattraper. Mais bon, moi qui suis très exposé aux boîtes US, euh, et c'est pas juste parce que j'ai un biais que je suis français que je les reconnais, hein, parce que bon, je suis aussi européen, je croise jamais d'Espagnol, d'Italien ou d'Allemand dans les growth teams US. Jamais. Mais jamais, jamais. Je crois que j'ai pas vu un seul Allemand. D'accord. J'ai vu un Espagnol, c'est moi qui l'ai recruté, et j'ai jamais vu d'Italien. Ok. Euh, il faut une combinaison de choses pour être bon en growth qui nous caractérise. Il faut quelqu'un qui est, si on parle de cette rigueur, cette créativité, on va prendre du coup des gens qui, typiquement, ont fait des écoles d'ingénieurs. Hein. Or, on en a plein en France, Oui. d'excellentes écoles d'ingénieurs, on en a plein, plein, plein. Voilà. Il y en a aussi en Allemagne et dans les pays du Nord. Sauf qu'on a dit qu'il fallait être côté crazy creative. Surtout, il faut trouver en fait ce qu'on appelle des loopholes. Hein. Il faut trouver des façons de faire les choses mieux, moins cher, de tourner autour de la règle, Mmh. d'être prêt à contourner la règle. Bon, les Allemands, le contournement de la règle, c'est pas leur truc. Hein. Voilà, je ne vais pas faire dans la caricature, mais Non, mais oui. tout ce, tout ce qui est borderline, hein, prenons un sujet simple, l'outbound email, c'est borderline l'outbound email. Hein, on connaît GDPR et tout, c'est borderline. Les Allemands, tu leur dis de faire du mass mail à des gens qui sont dans ta base de données, c'est niet. C'est niet. Voilà, parce que c'est illégal. Voilà. Et qu'ils n'ont pas envie de se faire attraper. Nous, en France, on dit, ouais, qui c'est qui s'est fait attraper là-dessus? Personne. Ouais, c'est bon, ça va, ça passe. Voilà. Hein. C'est un peu le côté Chirac qui saute à barrière, quoi. Hein. Ça, c'est un peu nous. Voilà. Bon. Et donc, du coup, cette combinaison, elle est rare parce qu'en Espagne et Italie, le contournement, ils l'ont, c'est sûr. Hein. Et ils trouvent toujours des solutions. Hein. Bon, sauf que les écoles d'ingénieurs, elles sont pas là. Les startups, elles sont pas là. Alors, il faut donner le crédit à Xavier Niel de la OCDE, hein, c'est-à-dire qu'il a œuvré énormément pour qu'on ait beaucoup de startups en France. Startups italiennes, espagnoles, elles sont où? Voilà. Et donc, du coup, tu as ce marché qui est pas important, tu as ce côté rigoureux ingénieur qui est important, et ce côté latin où on va en fait trouver, je dirais, un contournement de la règle pour notre bénéfice. Les Américains, ils n'ont pas ça. Les Américains, ils ont en fait le contournement de la règle, c'est pas leur truc non plus, puisqu'ils sont anglo-saxons de base. Voilà. Et c'est grand les États-Unis, on va pas, voilà, mais largement, ça se résume à ça. OK, intéressant. Tu vois, parmi les tools un peu, donc qui ont un peu ce côté, ingénierie, et cetera, bon, il y en a un qui fait exception, qui avait été monté par, un Français, et qui est en train de cartonner en ce moment, c'est Clay. Tu dirais que c'est quoi qu'est-ce qui a manqué à un Français pour, monter un Clay? Alors, on va parler, je dirais, dans les deux sens. C'est euh, une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de Français en growth. On avait parlé de pourquoi les Français sont bons en growth. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a tant le growth est si important en France? Ben, c'est juste parce qu'on n'a pas les budgets des US. C'est-à-dire que les Américains, ils vont avoir une solution toute simple à la croissance, qui est de lever des fonds et d'acheter de la pub et faire du marketing tradit. Voilà. Donc ils vont aller voir les copains de Sequoia et les autres et tout. Ils vont lever 20 millions et voilà, gros marché, on y va. Bon, nous, avec nos fonds français, nos VC français, si tu veux, on va lever 2-3 millions et on va dire, bah, maintenant, il va falloir être créatif. Il faut faire un meilleur usage de l'argent. Donc, ça nous force. C'est cette forcing function, vraiment. Ça nous oblige à trouver des solutions moins onéreuses. Mmh. Voilà. Et à aller plus vers l'acquisition en outbound. Pour ça, il y a beaucoup de tools outbound. Hein. Genre, on peut parler, tu vois, des Phantom Busters, des Lemlist, des trucs, tu vois, des Captain Data. Là, il y a une palanquée, des trucs comme ça, tu vois. Bon. Tout ça, c'est parce qu'en fait, on ne veut pas acheter des clients directement à Google. Parce qu'en fait, on n'a pas les moyens. On veut que ce soit moins cher. C'est une première chose. Ensuite, bah, l'inverse est vrai. C'est-à-dire que si tu regardes un clé, bon après moi je les connais très bien clé, je connais très bien les founders actuels à Varun et les founders précédents à Nikolai. Faut pas oublier qu'ils ont galéré pendant des années. Pendant des années, clé, ça n'est nulle part. Et pour info, moi ça fait partie de mon anti-portfolio. C'est-à-dire que j'ai eu, je pense, 6 fois l'opportunité de rentrer dans clé et 6 fois j'ai dit, franchement les gars, je vous adore, j'adore ce que vous faites, je suis un super client, mais j'y crois pas. C'est pas un marché ce truc. Tu vois, je vois pas un spreadsheet d'automatisation
pour de l'outbound, qui est typiquement un produit à la G, tu vois, c'est mon truc. On est combien à vouloir ça? Tu vois? 10 000 max, tu vois? Et je me suis trompé. Et à chaque fois que j'ai vu le truc, je me suis trompé. Faut pas oublier que derrière, il y a qui? Ben, c'est Sequoia. Et que Sequoia, ils ont la capacité de financer jusqu'à la fin. Ils s'en foutent. Hmm. Il n'y a pas de limite. C'est pas comme en France où tu dis là, tu peux faire un petit bridge à 2-3 millions, mais après, il faut que tu sois profitable, hein, c'est fini. Hmm. C'est que là, ils ont mis argent année après année. Ils ont financé, refinancé, refinancé, parce que c'est leur bête et c'est leur stratégie. Et ça, on l'a pas en France. Voilà. Nicolas et Varone, ils se seraient plantés il y a longtemps s'il n'y avait pas Sequoia derrière. Alors, tu sais, quand tu disais, tu as eu l'opportunité, en fait, tu te disais, mais moi, j'y crois pas. Hmm. Pour l'anecdote, moi, je sais pas, je pense les 2 premières années de Clay, je connaissais des gens qui utilisaient le produit et je disais: «Mais je comprends pas, enfin, je ne comprends pas le truc, en fait. Comment vous Hmm. utilisez ce truc? À quoi ça sert?» Enfin, vraiment, je me disais: «Mais à quoi ça sert, en fait? Je comprends pas». Et après, ils ont trouvé leur product market fit, ils ont trouvé le bon positionnement, ils ont De trouvé le fou, discours, le de machin fou, et de là, fou. c'était réglé, quoi. C'est-à-dire que d'un Hein? coup, je me suis dit: «En fait, Clé, c'est de la balle», mais parce que boum, il y a un truc qui a cliqué, quoi. Eh ouais. Ouais. Mais moi, et j'ai les enregistrements sur mes recorders, hein, où j'ai des VC qui m'ont appelé, parce que de l'outbound, les VC me connaissent, tu vois, et ils me Oui, disent, c'est quoi ton avis? Et je leur dis, les gars, ce spreadsheet, avec des workflows et tout, c'est bien, mais ça scale pas. oui, Si c'est un tu truc veux de un geekos, truc, ouais, j'aurais dit franchement, on va faire des tests, mais derrière, si on veut une vraie boîte qui fait de l'outbound, on va tout ramener en back-end, on va faire un truc ouais, avec des process et tout, tu vois. Et il me dit, ok, 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 ok. Eh ben, on n'a pas raison à tous les coups, hein. Et il y a peut-être aussi un truc, hein, c'est qu'entre-temps, il y a eu aussi, l'AI qui a pointé le bout de son nez et je pense que ça aussi, Bien ça a sûr, peut-être transformé leur trajectoire, tu vois? Et ça, c'est un peu, le truc, ouais, tu le vois pas venir, bien sûr. Mais je pense qu'il faut leur porter credit where credit is due, comme on dit aux États-Unis, ouais, que leur stratégie d'acquisition avec les freelancers, les agences clés, où ils ont ouais, redistribué énormément, ils ont, je crois, à une époque, plus de 50% je dirais, en commission et tout. ouais, Ça, c'était une stratégie de la façon dont ils ont réussi à le faire. ouais, C'est je pas suis juste d'accord. une bonne idée, hein. Ouais, L'exécution était fantastique. ouais, je suis Ils ont d'accord. réussi à exécuter sur ce truc-là comme personne d'autre n'a réussi à exister. Parce que moi, pendant 1 an et demi, mon LinkedIn, c'était que des mecs qui parlaient de collect. À chaque poste, j'en Complètement, pouvais plus, quoi. pareil. J'en pouvais plus. Ouais, complètement et puis il y a aussi un aspect, visuel satisfaisant à voir quelqu'un utiliser Clé, ça te donne envie de l'utiliser toi-même, en fait Ouais. et c'est en ça, Mais, je pense qu'ils ont été malins. mais oui. Mais, et aussi, après, c'est des Américains. C'est-à-dire que moi, par exemple, le Phantom Buster, je connais Guillaume et tout, tu vois. J'en fais des feedbacks, tu vois. Mais c'est poussif. C'est poussif. Tu vois que, tu vois, c'est. Franchement, j'avais longtemps que je m'en suis pas servi, hein. Mais qu'est-ce qui a changé chez Phantom Buster depuis genre 5 ans, 6 ans? Tu vois? C'est quoi le. En quoi c'est vachement. Et tu vois que on progresse doucement, tu vois. Et Mmh. on est tous un peu comme ça, tu vois. Captain Data, les drop contact et tout, tu vois. On est tous sur la prise de risque mesurée. Oui, C'est ça, tu vois. On ne veut pas prendre du risque. Et c'est là où une boîte comme Clay aux US, avec un backing comme Sequoia, ils peuvent se permettre de prendre du risque, ils peuvent permettre d'aller de l'avant ouais. Et eux, mmh, ils peuvent se permettre de dire ah bah nous, on va donner 50%, on va donner des crédits gratuits aux gens qui parlent de nous sur LinkedIn, mmh. plus on va leur reverser 50% de tous les leads qu'ils nous apportent, on va perdre de l'argent pendant 3 ans, mais c'est pas grave. Ouais. Oui, oui. Non, non, mais clairement. Hem, j'ai une dernière question pour toi. Après tout ce qu'on vient de se dire, moi, ça m'intéresse de savoir pour toi, là, tu as, une CMO ou future, CMO ou marketeuse qui est en train de se dire: «OK, bon, moi je veux suivre un peu ce parcours, c'est effectivement, je trouve ça assez inspirant, je suis complètement aligné avec, tout ce qu'on est en train de se dire dans cette conversation». C'est quoi pour toi les étapes clés, tu vois? C'est quoi les premiers pas concrets qu'il faut faire dès demain pour suivre ce type de trajectoire? Ouais. Déjà, je pense qu'il faut déjà se poser la question de en quoi est-ce que ça correspond à tes objectifs. Je pense que ça qui est important parce que c'est pas pour tout le monde. Voilà. Euh, et, et je pense pas que ce soit faisable, comme on l'a dit, avec des boîtes françaises. C'est-à-dire que si tu veux faire de l'advisory,
pour de l'equity et en vivre, c'est-à-dire qu'il faut que cette equity-là, malgré tout, qu'elle te soit rachetée, hein, que la boîte existe, qu'elle te soit rachetée, et que dans le nombre des boîtes que tu vas prendre, il y ait suffisamment de valeur pour que tu puisses en vivre, c'est pas faisable en France. Donc première D'accord? étape, savoir parler anglais, quoi. Savoir parler anglais. Deuxième étape, avoir une image, un positionnement, une image qui fait que les boîtes américaines vont vouloir bosser avec toi. Et pense à toi, ne serait-ce que ça. Pense à toi que voilà, donc il faut du réseau, que les Mmh. founders, que les VC pensent à toi. OK? Que tu puisses négocier. C'est qu'il faut que tu aies suffisamment, que ton marché soit suffisamment petit, contraint, pour qu'il soit obligé de bosser avec toi. Et ensuite, après c'est une question plus personnelle, hein, mais que tu puisses le faire depuis la France. Bon. Je connais personne d'autre. Hein. Ouais, mais Je veux dire, comme parcours, enfin, et je vais être très clair, hein, je je suis d'accord. pense pas que ce soit possible de le reproduire par design. Je pense que ça m'est arrivé, j'ai de la chance, je m'en sers, très bien. Je pense que moi, aujourd'hui, je fais de l'advisory et je ramène des copains, des gens qui sont en France, en Europe et tout, dedans, parce que je peux me permettre de leur donner des deals d'advisory que moi, j'ai sourcés, mais que quelqu'un d'autre fasse ça depuis la France comme je le fais moi, je connais personne. OK, alors j'ai 2 petites Voilà. questions par rapport à ce qu'on vient de se dire. Le premier, c'est, tu disais, bon, trouver le moyen de le faire depuis la France, mais comme tu le précisais aussi, tu as travaillé pendant longtemps aux US Bien sûr, et il faut aller donc, là-bas. voilà, Ton image de marque, il faut la faire là-bas. on est Tu peux d'accord. pas tu peux pas le faire ici, c'est pas possible. Disons que l'étape préliminaire à développer le business depuis la France, alors que tu veux bosser avec des boîtes US, c'est, bah, aller se développer son réseau aux US et du Bien coup sûr, aller sur place. On est d'accord? bien sûr, Ah bien ouais. sûr, mais c'est mon parcours. Après, moi, je suis ouvert à ce que d'autres gens arrivent à le faire autrement. Je suis en train de dire, voilà ce que j'ai fait, ça marche pour moi. Donc forcément, j'ai un biais cognitif qui est de dire, Bien il sûr. faut faire la même chose. Oui, Je ne mais sais pas si c'est à cette façon. En tout oui, cas, mais c'est c'est la façon que je allait vois. être, ouais, ça allait être ma deuxième remarque qui est aussi de dire, là, toi, tu as trouvé vraiment ton edge, tu vois, le croisement parfait de ce qui te convient, ce qui marche, que machin. Il y a probablement des gens qui arriveront à avoir le même type de succès que tu as pu avoir, mais avec un autre J'espère. croisement, tu vois? Un croisement qui est tout C'est- autre et en fait un Peut-être. positionnement qui est différent et machin, enfin, Peut-être. mais ce qu'il faut, c'est se trouver son edge, C'est quoi. super dur. C'est super dur. C'est-à-dire que, tu Ah vois, ouais, on n'en a pas couvert, mais quand tu regardes Ramp, qui va être une des plus grosses IPO des États-Unis dans les 24-36 mois à venir. D'accord, c'est énorme. C'est-à-dire que la boîte vaut déjà 24 milliards. oui, oui, c'est déjà Et pas mal. c'est énorme. Tu vois. J'ai été advisor de Ramp 8 fois sur les 4 dernières années. Et j'ai été CMO de Ramp depuis la France. Voilà. Euh, c'est pas faute d'avoir d'autres CMO aux États-Unis sur lesquels ils pouvaient compter. Hein. Ah complètement. Voilà. Voilà. Et ben pourtant, c'est moi. C'est moi. Et il n'y en a pas d'autres depuis. Hein. Je suis le dernier CMO de Ramp. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autres depuis avec qui ils ont voulu bosser. Mmh. Voilà. Et donc, c'est hyper important de se dire que ce que j'ai fait moi et ce que j'encourage les gens à faire, c'est d'arriver à se créer une niche, Mmh. voilà, une perception et une niche où en fait, vous êtes le seul choix. Il n'y a pas d'autre choix possible. Tout autre choix est inférieur. Voilà. Et peut-être même inacceptable, tellement il est mauvais. Ouais, je D'accord? vois. Et c'est ça qui est hyper important. C'est-à-dire que moi, j'ai des propositions de fou. Il se trouve que je veux rester en France, voilà. Mais en tant qu'employé ou en tant que full-time, j'ai des propositions de fou en permanence. Ramp a essayé de me recruter, je crois, 6 ou 7 fois en tant que CMO. Ils ont envoyé ma femme à Miami pour essayer de la convaincre, elle, de me dire, m'obliger à dire oui. J'ai la chance qu'elle n'avait pas envie, hein. Mais, mais ça, c'est parce que la perception des founders de Ramp est telle qu'elle est. Et Mmh. je parle de perception. Je dis pas que je suis meilleur. C'est pas ce que je dis. Par contre, la perception des founders, clairement, c'est celle-là. Oui, oui, mais on en revient au sujet de trouver sa niche, le positionnement et cetera, on est 100 là-dedans. Voilà. Tout à fait. Et du taf, c'est-à-dire que les gens oublient trop facilement que de, on va dire, 2012 à 2020, j'ai fait plus de 200 keynotes. J'ai fait 150 podcasts. Et donc, pendant très longtemps, j'étais partout. J'étais Mmh. partout, partout, partout. Voilà. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire que je profite un petit peu de ce que j'ai semé. Hein. Mais il y a trop de gens qui disent, tiens, j'ai envie de faire pareil. Mais en fait, ils font pas le taf. Ils Ouais, font pas le complètement. taf. C'est-à-dire qu'il faut avoir des histoires à raconter. Il faut aller travailler dans les boîtes à forte croissance. Il faut ensuite aller commencer à écrire des articles, aller faire des keynotes.
Hein. Moi, j'ai plein de gens que j'ai recrutés, que j'ai mis dans des boîtes, de Gorgias, du Ramp, du Drift, après moi, et qui, en fait, font pas un travail de branding, de personal branding. Mmh. Ça peut pas marcher. Mmh. Et d'ailleurs, ça me fait, reboucler sur un truc qui est que, pour moi, tu vois, l'ensemble des keynotes que tu as pu faire, alors j'avais eu l'occasion d'en voir quelques-unes, je pense que d'un point de vue positionnement, on était pile poil dans ce que tu disais tout à l'heure, le côté creative et scientifique. Parce que Mhm. souvent, tu parlais d'idées un peu, saugrenues, on va dire Oui, ça comme ça, ouais, mais backer avec de la data, montrer l'impact sur le revenu, et cetera. Et du coup, on était vraiment pile poil dans ce truc-là. Et finalement, c'est peut-être ça la niche que tu t'es créée pour toi-même, c'est, le côté creative et scientifique, tu vois? oui. Et c'est ce qui a. Beaucoup de ces projets-là, il ne faut pas oublier, hein, ont mené à des industries entières qui se sont créées. C'est-à-dire Ouais, qu'il y a 100. des trucs que moi j'ai publiés, des trucs que j'ai racontés dans les keynotes. Il y a, de nos jours, des dizaines de boîtes qui font exactement l'expérience que moi j'ai eu inventée, que j'ai fait dans ma boîte, et que les gens, et les founders se disent, mais moi je vais faire ça. Il y en a plein, hein. Complètement. Ouais, Il y en a complètement. plein. Que ce soit des boîtes de waterfall, des boîtes d'outbound, des trucs comme ça, tu vois, complètement. Ouais. Merci Guillaume, très cool de t'avoir eu et pour tout ce partage. Avec plaisir. Donc on l'a mentionné plusieurs fois, mais tu écris quand même, un peu du contenu. Les gens qui veulent suivre, ce que tu fais, tes messages et cetera, on les envoie où? Ma pensée. Généralement sur LinkedIn, c'est-à-dire que tout ce que je mets va être relié sur LinkedIn. Après, oui, c'est vrai qu'on publie aujourd'hui sur du Substack, voilà. Mais généralement, c'est du LinkedIn où je vais expliquer effectivement les différentes pensées, les différents articles que je mets, les conférences et keynotes que je fais. Donc, ouais, je recommande de me suivre sur LinkedIn. Super. Et ben, merci encore, Guillaume et Merci puis, Jordan. ben, tout le meilleur pour la suite. Merci. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!